Bonjour, je m'appelle Olivier Serordroin et je vous présente donc mon deuxième cours vis-à-vis des modifications hexadécimales, cette fois-ci orienté sur des fichiers. Alors, nous allons tout de suite commencer. Alors, je vais rajouter un petit avertissement. Disons que je ne suis pas responsable de ce que vous pouvez faire avec les connaissances que vous obtenez dans ce tutoriel. Voilà. Du coup, nous allons commencer par le sommaire. Comprendre le fichier en lui-même dans un premier temps. Les pointeurs et tables de pointeurs qui sont une catégorie d'emplacement à l'intérieur des fichiers qui peuvent nous être utiles afin d'effectuer certaines modifications, je reviendrai dessus en détail, et enfin la modification, et je vous ferai une petite démonstration de comment on peut manipuler certaines choses. C'est parti. Comprendre le fichier en lui-même. Alors, dans un premier temps, il faut savoir qu'il existe des fichiers que l'on dira génériques, c'est-à-dire que on les trouve dans de nombreux programmes, ils ont parfois une extension .dat, parfois .bin, et ils ne se ressemblent pas d'un programme à un autre, et on ne sait quasiment jamais, juste en les voyant comme ça, ce qu'ils contiennent. Ils peuvent contenir énormément de choses, parfois de l'XML en clair, parfois du binaire illisible, ça peut être des sauvegardes, des bases de données, et de suite. Et surtout les points bin, surtout binaires, on va dire, eux. Mais alors les points date, ce qui est intéressant, c'est de se dire qu'ils peuvent être parfois directement lisibles, on va dire comme ça, et parfois ils peuvent être chiffrés, voire même compressés. Et quand ils sont compressés, ça augmente nettement les difficultés pour comprendre ce qu'ils contiennent. Comprendre ce genre de fichier nécessite une analyse hexadécimale du fichier. Du coup, nous utilisons, comme j'en parlais dans mon précédent cours, des éditeurs hexadécimaux tels que HXD. Dans un premier temps, on regarde le header, c'est-à-dire les premiers bytes du fichier. Alors, par ça, j'entends par exemple lorsque l'on avait vu le fichier .jpeg, .jpg, il y avait un header précis. Alors, avec JFIF, là je ne l'ai plus en tête exactement, on dira. Quand c'est un PNG, c'est par exemple une espèce de pourcentage PNG. Ainsi de suite. Mais alors, quand c'est un .dat ou un .bin, on trouvera parfois des headers qui permettront de deviner, pas de deviner vraiment ce que c'est pour nous, mais d'effectuer une recherche sur Google de ce header et alors de trouver plus d'informations, peut-être par d'autres personnes ayant déjà bien analysé ce type de fichier, parfois en trouvant directement une documentation ou ce genre de choses. Ensuite, chercher du contenu connu. Par exemple, si on imagine en fait que ce fichier va contenir des dialogues, par exemple dans un jeu on pourrait dire, ou des données textuelles, on va imaginer que ces données, on peut les obtenir en clair déjà. Alors par exemple, comme je dis, après extraction, c'est si on sait extraire ce fichier même si on ne le comprend pas. Par exemple à l'aide d'un logiciel type 7zip qui parviendrait à l'extraire. Ou bien dans la RAM, ce qui sera un peu évoqué dans le prochain cours. C'est-à-dire que l'on peut étudier ce qui se trouve dans la RAM et peut-être retrouver un texte en clair issu d'un fichier. Du coup, si jamais on parvient dans ce fichier à trouver le même texte en clair à l'identique, c'est parfait, il n'y a aucun souci.
Si jamais ce n'est pas le cas, il faut parfois essayer de trouver le tout premier texte qui serait contenu dedans, du fait que s'il est compressé, on peut en trouver partiellement une partie. Ce qui nous permet alors d'essayer de comprendre la compression, la méthode de compression utilisée, et donc peut-être de parvenir à le décompresser, puis de le recompresser si on veut le modifier, afin de le réinjecter dedans. Ensuite, si c'est un fichier de stockage, c'est-à-dire qui va contenir énormément d'autres fichiers à l'intérieur de lui, il suffit de chercher les headers connus. Par exemple, comme j'avais fait lors de ma première démonstration avec le fichier MP3, j'ai retrouvé un fichier JPEG à l'intérieur et j'ai pu l'extraire. Sur un fichier de stockage, c'est exactement le même principe, sauf qu'il y a beaucoup plus qu'un seul fichier JPG qui resterait dans un coin. Alors, parfois, comme je l'ai déjà dit, on peut rechercher le header sur Google pour trouver certains outils. Il faut savoir qu'il existe des communautés de Remac, dont une française assez importante, qui sont surtout orientées sur les jeux, du coup, en fait, les jeux rétro. Et xentax.com, qui est une communauté, enfin surtout un grand forum, qui tourne autour du développement d'un logiciel appelé Multi-X et orienté sur la manipulation de certains types de fichiers, et on trouve parfois des informations utiles du côté de leur forum. Alors, après il faut garder à l'esprit que parfois la structure de ces fichiers peut être dépendante de plusieurs choses, entre autres de la version du logiciel qui les a créés. Par exemple, si on prend les fichiers CPK qui peuvent être utilisés par certains jeux vidéo, ils sont fournis par, ils sont créés à l'aide d'un logiciel développé par une entreprise, et entre les versions de ce logiciel, il y a les fichiers sont générés différemment. Du coup, il y a une forme d'incompatibilité qui nécessite d'avoir pile la bonne version du logiciel. Alors, ça dépend aussi du logiciel les utilisant, parce que, comme j'ai dit, un point bin ou un point date, ça peut être plusieurs choses. Du coup, si tel ou tel logiciel les utilise, ça donne pas forcément le même résultat à l'intérieur. Et d'un Magic Byte. Alors, le Magic Byte, qu'est-ce que c'est, vous me direz? Il s'agit en réalité d'un chiffre inconnu, on va dire, mais qui a une valeur utilisée dans un chiffrement. Par exemple, si on imagine qu'une compression va déplacer de tant de bytes une valeur, on est obligé de réussir à redécouvrir cette valeur, si on veut réussir à le déchiffrer correctement. Il faut l'indiquer quelque part, parfois c'est au logiciel, et dans ce cas il faut réussir à la retrouver. Donc voilà, on va dire que c'est une valeur dont dépend tout le reste du chiffrement éventuel dans la structure. Alors, les pointeurs et tables de pointeurs, c'est déjà un peu différent. En fait, on va commencer par parler des zips, car ils permettent d'illustrer facilement cette situation. Ils sont divisés en trois parties. Les fichiers, alors c'est-à-dire les fichiers que contient le zip. Alors, ils sont tous précédés d'un header du pkzip. Alors, en gros, le zip a un header au début qui est en réalité déjà le header local du premier fichier stocké. Et quand on arrive au deuxième fichier stocké, il y a ce même header, mais pour ce deuxième fichier. En gros, le header du zip est répété à plusieurs endroits à l'intérieur, avant chaque fichier. Il est suivi du contenu du fichier, alors éventuellement compressé, on va dire. Ensuite, il y a, tout en bas, ce que l'on appelle le Central Directory. Le Central Directory, c'est ce que je considérerais comme une table de pointeurs. Il s'agit en réalité de
plusieurs headers qui ont comme contenu la structure, enfin des indications qui étaient déjà présentes dans le header de départ, mais surtout une indication d'offset qui signalise, enfin qui donne la position du premier header local devant le fichier. En fait, on va dire que c'est un peu la liste réelle des fichiers du zip. C'est un peu tout comme une liste à cet endroit-là, qui pointe vers les différents emplacements dans le zip où se trouve déjà le header pkzip. Enfin, il y a le End of Central Directory, qui est un header tout à la fin, qui contient entre autres... Alors, déjà il signalise que c'est la fin du Central Directory, qu'il est terminé, et une de ses valeurs importantes est qu'il contient la position du premier header du Central Directory. Alors, vous voyez, ça fait un peu des embranchements, les headers locaux de chaque fichier avec quelques infos sur les fichiers, le Central Directory qui indique les headers de ces fichiers, et enfin le End of Central Directory qui indique le Central Directory. C'est un peu organisé comme ça, on va dire. Et sinon, on a aussi les fichiers ISO, des images CD à graver, que vous devez connaître si vous avez déjà récupéré des ISO pour Linux ou ce genre de choses, ou même pour Windows, remarquez. Alors voilà, ça utilise un système similaire, mais avec quelques différences. Je vous ferai la démonstration sur un ISO, vite fait. Vous verrez que c'est une logique qui se retrouve. Les CPK de Crywar, alors de certains jeux vidéo, comme je le disais, ça utilise aussi un système de ce style. Et il existe aussi de nombreux autres formats de stockage reprenant ces principes. Alors, nous voilà de nouveau sur notre zip non compressé. Comme je disais, chaque fichier est précédé dès le début même du zip par le header local. Si nous regardons ici, nous observons que ce header local c'est le 54B0304. Alors vous voyez, ça commence par PK en ANSI. Et tous les fichiers seront header commençant par ça. Ensuite, 35CD, qui est répété 2 fois, c'est la taille. C'est-à-dire la taille du fichier qui suit ce header. Alors, vous vous demandez peut-être pourquoi elle est présente 2 fois. En réalité, c'est que là, on parle bien d'un zip non compressé, c'est-à-dire qu'il n'a pas touché aux données, elles sont telles quelles à l'intérieur. Et en réalité, il y a 2 emplacements prévus dans le header. Un qui doit contenir la taille du fichier quand il est compressé, et un qui doit contenir la taille du fichier quand il n'est pas compressé. Vu que c'est un zip non compressé, les deux étant identiques, ils sont indiqués 2 fois. Alors, il y a d'autres valeurs, comme vous pouvez le remarquer. Il faut savoir qu'en réalité, plusieurs de ces valeurs sont liées à ce qu'on appelle un CRC32, c'est un type de hash, un peu comme l'est le MD5 ou le SHA1. Et du coup, c'est des sécurités, on va dire, car plusieurs logiciels d'extraction des zips vous renverront une erreur si vous avez modifié en brut le fait que le hash ne correspond plus. Alors comme c'est indiqué à l'écran, 35CD c'est la taille au format Little Endian. En réalité, le fichier fait CD35 du coup, c'est-à-dire 52 000 octets. Le Central Directory, dont je vous ai déjà parlé, j'y reviens en détail à cette image. Alors, il liste l'ensemble des fichiers du zip et refournit les mêmes informations que les headers locaux. C'est-à-dire, on va retrouver la taille compressée, non compressée, et toutes ces infos-là. Encore une fois, vous voyez, là on repère encore le 35CD à 2 reprises à la deuxième ligne à l'écran. Et
La différence, c'est qu'il va fournir une sorte de pointeur, un offset plus exactement, indiquant la position du début du header local de ce fichier. Alors je les ai surlignés en rose, ça fait bleu foncé sur le côté gauche. Comme vous le voyez, c'est sur 4 octets à tous les coups. Et le premier est à 0,0,0,0,0,0,0. Normal, étant donné que c'est le tout début du fichier, le tout premier header, c'est le header du premier fichier. Ce qui est logique. On repère plus loin de nouveau un header, signature. Alors, enfin un header qui indique qu'on est toujours dans le central directory. Si vous remarquez bien, c'est toujours PK au début, mais au lieu de 0304 à la fin, c'est 0102. Alors, le deuxième fichier, on se rend compte qu'il commence à la position, ils mettent 5ECD. Alors, faut se dire que c'est toujours Little Endian, du coup, ça doit être CD5E. Et sinon, oui, du coup, voilà, c'est en gros tout ce qu'on peut retrouver d'important sur le Central Directory. Ensuite, on arrive à la partie que j'ai surlignée en orange, c'est-à-dire disons le début du header du End of Central Directory. Et ce dernier, comme vous le voyez, termine et signifie, disons, qu'on arrive à la fin du fichier. Une donnée importante à l'intérieur, je l'ai encadré en rouge, le 566801. Alors, c'est toujours du Little Endian. Du coup, si vous inversez, vous voyez 016856. Si vous regardez un peu plus haut, c'est-à-dire à la ligne, la première affichée sur l'écran, vous verrez que on arrive en réalité à la partie à la position que j'ai soulignée, sous le 50 qui est surligné en vert. En réalité, on se rend compte que cette information montre le début du Central Directory. Voilà. Il y a bien d'autres valeurs à prendre en compte pour un fichier zip, comme je l'ai dit, le CRC32. Vous trouverez plus de détails aux adresses affichées à l'écran. L'un c'est le Wikipédia anglais qui comporte pas mal d'informations à ce sujet. L'autre vient d'une étude sur le forensics, sur le format PKZip, qui est très détaillée avec quelques schémas et plein d'explications au niveau des headers sur ce que sont toutes ces valeurs. Et je le rappelle encore, ce type de structure apparaît avec quelques différences, comme pour les ISO, pour de nombreux autres formats de stockage de données. Alors, les modifications, je vais dans un premier temps vous parler. Je vais commencer par la démonstration, on va dire, vu qu'on a parlé du stockage en tel. Je vais aller. Alors, voici mon fichier ISO que je vais vous utiliser pour vous présenter une modification. Je vais d'abord vous l'ouvrir avec cette zip, comme ça vous voyez le contenu. Alors je vais dans boot, grub, et nous trouvons ici plusieurs fichiers en tout genre, version, top boot menu, et ainsi de suite. Alors, on va se concentrer sur version CFG, car il a l'avantage d'être un assez petit fichier, 23 octets. Alors, je vais ouvrir cet ISO dans mon éditeur hexadécimal que je dois relancer, HXD, hop. Voilà. Ouvrir. Voilà. Alors déjà, vous voyez une chose, c'est qu'il y a beaucoup de 00 dans cet ISO. Ce qui le rend extrêmement compressable. Si je fais un zip, ajouter à l'archive zip. Mince, attendez, pas par mail, sinon ça va. Voilà, cette zip, ajouter à l'archive, voilà. Zip ultra, hop. Et nous passons d'un fichier qui faisait environ 10 mégaoctets à un fichier qui va en faire 2,5.
Vous voyez, ça se compresse énormément. Bon, du coup, on a beaucoup d'ISO, de 0,0 dans l'ISO. Je vais descendre plus rapidement plus bas, voilà, vous voyez. Alors, on trouve du texte en clair, c'est normal, il y a des fichiers de script ou en texte en clair. Alors, il s'agit d'un système open source, enfin de Grub, hein. Du coup, il y a forcément beaucoup de textes de licence. Alors, on va se concentrer plutôt sur ce que l'on voudrait trouver. Version.cfg, je vais faire une recherche, CTRL F, version.cfg. Je suis allé trop loin, du coup en arrière, voilà, encore en arrière, ici. Alors, j'ai déjà fait une petite recherche sur ces fichiers, et j'ai appris que on peut considérer que ce qui concerne version.cfg se situe ici. En gros, c'est ça se termine sur le nom en minuscule d'un fichier. Alors vous remarquerez qu'il y a deux fois le nom, une fois en majuscule, une fois en minuscule. C'est lié en fait à une norme des fichiers ISO. Pour respecter certaines anciennes normes où les noms des fichiers devaient tous être écrits en majuscule et ne pas dépasser une taille limite. Alors vous avez le nom bien écrit en minuscule en dessous, du coup ça ne pose pas tellement de problème. Mais voilà. Du coup, en réalité, on peut repérer la taille ici. Alors, je vais d'abord rechercher le contenu du fichier CFG, maintenant que j'ai trouvé sa position au niveau de la liste des fichiers ISO. Alors, comme vous le voyez, c'est tous les fichiers qui sont les uns en dessous des autres. C'est pas vraiment les fichiers, c'est des indications sur l'emplacement des fichiers, une sorte de liste, tous les uns en dessous des autres. Un peu comme le central directory du zip, mais cette fois tous les fichiers sont ailleurs. Alors je vais rechercher juste le contenu de notre fichier, voilà, en avant, et nous le trouvons ici. Il fait une taille de 17, alors c'est pas grand chose, mais ça va nous permettre de trouver sa taille auparavant. Du coup je remonte encore, version.cfg, et nous avons vu que c'était 17, ce qui signifie que nous trouverons normalement 17 entre ici et là. Et c'est bien le cas. Vous voyez, 17 ici et 17 là. Alors, il faut savoir que ça vous paraît bizarre qu'il soit deux fois, et cet exemple ne le montre pas vraiment étant donné que c'est un fichier assez petit. Si nous prenions le fichier U, alors uniforme pf2, et que nous regardions l'emplacement où devrait être sa taille, du coup c'est là-dedans à peu près. Voilà. Non, c'est pas lui. Attendez 2 secondes. Je vais le sélectionner, ce sera plus simple à regarder. Voilà, ici. Alors, en réalité, sur celui-là... attendez, ça demande une petite observation. Là, j'ai pas en tête la position exacte de cette information. Ça doit être ici. Ouais, je pense que c'est ces 3 octets là. 24 B3 3E et 3E B3 24. En fait, voilà, c'est que sous le format ISO, la taille est indiquée deux fois, un coup en Little Endian et un coup en Big Endian. C'est ce pourquoi c'était difficile à présenter avec version CFG vu qu'il ne tient que sur un seul octet. Alors, je peux essayer de modifier directement celui du dessus, ça vaut le coup d'essayer. Oui, je vérifie que je vais pas faire une erreur, que c'est bien ça, ouais, ça doit être ça. Sinon je vois pas trop où ce serait d'autre, je vais faire F, oups, attendez, annuler. Le souci, c'est que cette zip avait bloqué l'écriture sur ce fichier, du coup maintenant je vais faire, voilà, et voilà.
Du coup, en théorie, j'ai modifié la taille de Unifont. Et si je... Alors, on va croiser les doigts, que ça ait bien marché. Vous voyez, un intérêt de YashXD, c'est qu'il m'a fait une sauvegarde au cas où j'aurais tout cassé. Je vais ouvrir avec cette zip à nouveau. Alors, direction Bootstrap. On descend. Et voilà, Unifont, le petit fichier qui faisait je ne sais plus combien avant, fait désormais cette taille-là. Je peux faire la même chose à version, du coup, vu qu'on l'avait repéré son petit 17. Je vais le faire tout de suite. Version. Bon, je vais faire plus simple, je vais chercher la valeur 17 dans l'Unicode. Original. Voilà, en avant. Hop. Voilà, c'est ici, ici. Faire FF. Et voilà, c'est juste un peu plus gros, et FF ici. Voilà, sous les deux formats. Et nous allons réouvrir de nouveau notre ISO avec cette zip, et nous remarquerons que il est maintenant beaucoup plus gros qu'auparavant. Et alors, un autre petit détail, alors lui je sais pas s'il contiendra grand chose vu sa position, on va voir quand même. Je vais extraire ces deux fichiers modifiés. Alors, ça a provoqué une erreur, c'est un problème qui peut arriver si on vise trop gros, on va dire. Du coup, je suis obligé de terminer le processus de cette zip, sinon il le fera plus tout seul là, c'est un petit problème. Voilà. Alors je vais juste être un peu moins gourmand pour Unifont. Alors les FF que j'ai mis pour Unifont, ils sont ici. Je vais être un peu moins gourmand et je vais lui donner juste FFFF, qui est déjà pas mal. Alors attendez, bon, faut surtout pas se tromper ici. Voilà. Là, je dois le mettre ici et là, ici. Voilà, Little Indian, Big Indian. Voilà, c'est modifié. Maintenant, je retourne dans mon ISO et nous allons tenter de faire extraire ce fichier. Alors, Unifont, vous voyez, maintenant il est à la même taille que version CFG. J'espère que c'est toujours pas trop gros parce qu'il est quand même en fin de format. Voilà, c'est bon, ça a marché. Il a été extrait, version CFG, si. Avant, j'avais été un peu trop gourmand. Du coup, voilà, et ça nous a extrait des fichiers de 64 kilooctets. En réalité, ils sont plus petits que ça. Mais c'est un intérêt quand même. Alors attendez, je vais double-cliquer. Je vais les mettre dans HXD, c'est le plus pratique pour ça. Voilà. Alors le petit fichier qui contenait uniquement Scrub version 2 contient désormais plein d'espaces de 0, mais ça marche aussi. Si vous remarquez, il est allé beaucoup plus loin qu'il ne le devait. Ainsi, il est allé chercher d'autres fichiers présents dans l'ISO, mais plus loin à l'intérieur du stockage. Et ainsi, il a extrait d'autres fichiers à l'intérieur de lui-même. Unifont, si je ne me trompe pas, aura sûrement récupéré le contenu de version. Alors, ce n'est pas sûr quand même, mais on peut essayer de voir. Il suffit de faire ça, ça, ici, CTRL F. Alors, chaîne de texte, hub, en avant. Non, il ne l'a pas extrait, c'est ce que je me disais. Mais on peut voir s'il a récupéré d'autres choses qui ne lui appartenaient pas plus bas. On est tout en bas. Bon, il a dû prendre autre chose, mais il doit être à une position où je ne sais pas trop ce qu'il y a d'autre. Du coup, je ne saurais pas trop vous dire exactement de quoi il s'agit. Mais du coup, voilà. Version CFG, on a vu qu'il avait extrait d'autres données que celles qu'il était censé extraire. Voilà. Et ce qui montre un peu que les ISO sont moins protégés que les zip à ce niveau normalement. En fait, si ça avait la première fois, je pense que c'est une taille trop importante. Si jamais ça le fait sortir d'une certaine position, ou peut-être même du fichier, ça doit planter mon extracteur. Du coup, voilà pour la petite démonstration. On va retourner sur le PPT. Diaporama, à partir de la diapo actuelle, voilà. Les modifications. Alors, dans un autre... ça reste une modification comme j'ai montré, mais dans un autre objectif. Par exemple,
on peut penser modifier facilement avec contrainte. Alors quand il n'y a pas de hash, type CRC32, il suffit de faire de l'écrasement. Par exemple, vous voyez le nom du fichier, ça aussi j'aurais pu le faire. Il était écrit un cours majuscule, un cours minuscule, mais bon voilà. Vous pouviez modifier ce nom, changer une lettre, changer toutes les lettres même, mais en conservant l'écrite de ce nom. Dans certains cas, s'il y avait par exemple une limite et que ça collait tout de suite sur autre chose après. Vous pouviez pas décaler tout le reste comme vous voulez. Alors, comme je dis, voilà, un texte ou même une image. Par exemple, imaginez vous avez un fichier encore d'archivage non contrôlé. Il y a d'abord une image.png dans le fichier. Vous pouvez très bien la remplacer par une autre PNG en écrasant à l'intérieur du fichier hexadécimal et en remplaçant tout ce qui... Mais à condition que cette image soit plus petite, si vous voulez ne pas vous prendre la tête avec les contraintes, donc en respectant les contraintes. Et l'intérêt... alors après, vous n'aurez qu'à remplacer tout ce qui dépasse de la fin de ce fichier PNG par des zéros. En général, ça ne posera pas trop de problèmes. Alors, briser les contraintes, ça nécessite de connaître les valeurs de taille et de position qui peuvent être présentes dans le fichier. Ça nécessite de modifier toutes ces valeurs, quitte à réorganiser tout le fichier. C'est-à-dire si vous dépassez d'un, ça va alors déplacer le deuxième, qui déplacera le troisième. Du coup, ça peut nécessiter toute une réorganisation. J'ai envie de dire que dans ce cas-là, il faut utiliser vos compétences de développeur pour faire un petit programme pour automatiser ça, sinon vous en auriez pour des mois pour un travail assez fastidieux. Alors, certains types de fichiers ayant d'immenses espaces vides, tels qu'on l'a vu remplis de 00, il est parfois possible de pointer dessus pour relocaliser un fichier texte trop gros pour son emplacement d'origine. Alors en réalité, c'est que certains fichiers de stockage n'ont pas de principe trop... Ils ne sont pas très difficiles, on va dire, sur l'organisation, les dossiers, tout ça. Et parfois, ils vous mettront de gros espaces remplis de 00. Et il serait alors possible de dire, par exemple, dans l'équivalent de... disons dans l'équivalent du central directory des zip un peu, de dire au système, enfin au logiciel qui extraira votre fichier, enfin au programme, en modifiant un pointeur, de cibler une partie où il y avait avant que des 00. S'il n'est pas très difficile, ça marchera. Et là, vous pouvez écrire autre chose dans cette partie, quitte à avoir donc plus d'espace disponible et éviter d'avoir à tout réorganiser. Comme ça, vous n'avez pas à tout décaler par la suite. Il vous suffit simplement de repointer un coup sur un espace trop vide. Et du coup, vous pouvez exploiter davantage le fichier, on va dire. Alors, l'image, là, c'était juste parce que les vieux jeux vidéo, époque NES, Super NES, certaines fois ont été traduits de façon un peu bizarre. Alors, parfois, il y a des fautes, parfois des trucs marrants, on va dire. Et là, on peut voir le contre Cassius, qui signifie en réalité que qu'en fait que le traducteur ne voulait pas rajouter une ligne ou que c'était compliqué pour lui. Souvent, faut se dire que les jeux d'origine japonaise avaient peu d'espace disponible et que à la place de ça, il a fallu déjà pour la traduction anglaise rajouter parfois de l'espace et pour les traductions françaises encore plus longues avoir encore plus d'espace. Du coup, ça a donné espace à des petites coupures, parfois des fautes d'orthographe pour tout caser. Alors maintenant, on arrive sur un fichier en japonais. Alors, il s'agit d'un jeu PSP dont j'ai un fichier contenant des textes. Ce fichier est donc ouvert avec MadEdit, étant donné les caractères japonais. Et comme indiqué sur l'écran, j'ai surligné en vert le texte éditable, c'est-à-dire en japonais, et en rouge les pointeurs de position de ce même texte. En fait, vous voyez, il y a 10 pointeurs et 10 morceaux de texte, tous séparés par
au moins un ou deux groupes de 2 octets 00. Alors, dans ce fichier, par exemple, il était bien possible de repointer loin ailleurs dans le fichier pour stocker au lieu d'espace rempli de 00, ou encore il était juste possible de modifier toutes les tailles. Là, si nous observons bien cette partie sélectionnée, nous pouvons voir qu'il y a déjà un pointeur par position de texte et que ces pointeurs peuvent être calculés et vérifiés. Alors, j'ai mis le calcul pour le premier. Je peux pas vraiment faire ce calcul de tête. Ce calcul, quand on le connaît, peut être fait facilement avec la calculatrice de Windows en mode programmeur. Alors, si vous voyez la première position du premier texte, qui a comme valeur 83, c'est en 42A 992 et sous la dernière colonne C. Du coup, à partir de ça, on a la position 42A 92C et on peut faire l'opération. Alors, comme indiqué, il y a 0,88 100 000, enfin cette première valeur, plus la position du texte 42A 92C, plus 0,3 fac. Alors 0,3 fac, c'était un offset à trouver, qui s'applique à tous les pointeurs, au moins dans cette partie-là, et qui est nécessaire pour bien calculer les pointeurs en fait. Le résultat donne donc 8C, 2E, 8D, 8 en Big Endian. On inverse en Little Endian, ça fait D8E8, C208. Et comme nous pouvons le lire au tout début de la partie surlignée en rouge, D8, E8, C2, 08. Et c'est le même principe appliqué aux autres pointeurs. Alors, si vous voulez, vous pouvez prendre le deuxième, faire le calcul, sa position c'est 42A 93C. Toujours sur la colonne de C, là. Bah d'ailleurs, je vais vous le faire à la calculatrice Windows pour vous le prouver. Alors voilà, je vais sortir ma calculatrice Windows. Hop, affichage, programmeur c'est bon, je me mets en hexadécimal. Et oui, cette calculatrice peut servir. Alors, 42A 93C, c'est la position du texte. Alors je vais faire, que je le fasse dans un sens ou dans l'autre, ça change rien ça. Plus 0,8, 8, 1, voilà, et je fais plus 3 fac. Je fais OK. Je vois 8C, 2E, 8E8. Je l'inverse. Alors je vais ouvrir un petit bloc-notes. Hop. Je vais faire, si c'est 8C, 2E, 8E8, en inverse ça donnera, alors c'est 4, oui, donc E8, E8, alors je l'ai mal fait, 2, 0,8. Alors c'est bon. Alors je vais vérifier que je me suis pas trompé. Si je prends le deuxième pointeur, alors je mets bien ma souris en dessous, E8, alors oui, en fait là j'ai oublié de l'inverser surtout. Oula, je me suis un peu emmêlé les pinceaux, désolé. Ça c'est la version normale. Si j'inverse, ça donne donc E8, 8, C2, 0,8. Voilà, si j'inverse correctement, ça doit donner ceci. Et là, si je regarde bien, et que je me suis pas planté, on voit bien E8, E8, C2, 0,8. Et voilà, nous avons calculé ainsi le deuxième pointeur du deuxième morceau de texte. Et bien entendu, comme le texte, ces pointeurs sont eux-mêmes modifiables, comme je l'ai montré pour la taille des fichiers dans cette vidéo. Alors, je retourne en plein écran. C'est ainsi que se termine cette vidéo sur comment découvrir les mystères de certains fichiers. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo qui portera sur la lecture et la modification du contenu en RAM, c'est-à-dire en mémoire vive.